m'entends pas. Bonjour à toutes et tous, bienvenue cet après-midi à cette conférence sur les mobilités et pour sortir des tabous. Je pense que chacun ici, ou chacun est convaincu de l'utilité des transports en commun, des transports tout court. Et s'il y a bien un domaine où rien n'est simple, c'est celui-ci, où chaque choix a des conséquences importantes. Et c'est de ça dont nous allons débattre cet après-midi avec, de gauche à droite, Pierre Leviau, du maître de conférence en économie à l'Université Lyon 2, avec Jean Coldefy, ingénieur de formation, qui est directeur des programmes de Mobile Impulse et président du conseil scientifique de France Mobilité, de Karine Staropoli, professeur d'économie à l'université de Rouen, et enfin de Stéphane Perkins, qui est consultant en politique publique et en économie spécialisé dans les domaines de la mobilité. Je propose qu'on commence par une petite présentation de chacune et chacun avant de passer ensuite aux questions de la salle et des personnes qui nous suivent à distance. Ça marche? Oui, très bien. Si on peut passer la présentation. Voilà. Merci. Donc, l'idée est de vous faire un tour d'horizon de la question des financements des mobilités. Donc, vous le savez sans doute, il y a eu une grande conférence sur le financement des transports publics qui s'est tenue cette année, au printemps dernier. J'étais un des copilotes de l'atelier sur le financement des autorités organisatrices de la mobilité, c'est-à-dire des autorités publiques qui sont les maîtres d'ouvrage, donc les financeurs et j'allais dire les dirigeants des offres de mobilité publique, qui a rendu son rapport en juillet dernier. Alors, j'ai intitulé cette présentation « Sortir des totems et des tabous ». Alors, c'est quoi un tabou? C'est quelque chose dont il ne faut pas parler, sinon celui qui en parle s'expose à des sanctions assez sévères et à des jugements assez sévères, donc je prends ce risque-là. Et des totems, les totems, c'est ce qu'il ne faut pas remettre en cause. Donc, je vais essayer de vous expliquer quel est le tabou et quels sont les totems qui nous gênent dans le financement des mobilités aujourd'hui. Alors, rapidement, d'abord un peu de géographie. Les transports, c'est 34% des émissions de la France, et c'est le seul secteur dont les émissions ne baissent pas depuis 1990. Ça commence à baisser depuis 2015, néanmoins. Et la voiture, c'est 18%. Donc la part de la voiture, elle monte de plus en plus dans les transports. Pourquoi? Parce que tous les autres secteurs baissent leurs émissions, sauf les transports. Voilà. Donc ces 18%, ils se répartissent de la manière suivante. La moitié, c'est les liens entre le périurbain, les banlieues et les cœurs d'agglomération, des grandes agglomérations, et les liens entre aires urbaines. Pourquoi? Parce qu'on a une polarisation économique sur ces grandes agglomérations, notamment, et puis on a une polarisation d'un certain nombre d'équipements qui font que aujourd'hui, tout le monde n'habitant pas dans les grands centres urbains, on a des flux très importants entre le périurbain, c'est-à-dire 40% de la population française, et les cœurs des grandes agglos, c'est-à-dire 15% de la population française. Vous voyez que les villes-centres, ça pèse 0,5%. Pourquoi? Parce qu'on a fait du report modal, c'est-à-dire on est passé de la voiture au transport public notamment, et au vélo et à la marche à pied. Depuis 40 ans, ça a commencé avec Nantes, avec les premiers projets de tramway, et donc ça s'est diffusé dans le reste du pays. Mais c'était les zones qui accueillaient finalement peu de personnes et qui faisaient déjà le moins de kilomètres en voiture parce qu'ils avaient beaucoup de choses sous la main. Voilà, donc c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on finance ces fameux RER métropolitains, ce qu'on appelle maintenant des SERM, services express régionaux métropolitains, donc les liens entre l'agglo et périurbain et entre aires urbaines. Comment est-ce qu'on finance cette affaire-là? C'est le grand sujet du moment, en tout cas en France. Alors le tabou, c'est celui-là. On a aujourd'hui en France un vrai problème d'efficience des transports publics, puisque quand vous ramenez ça au voyageur kilomètre, qui est la bonne mesure, qu'est-ce que nous disent les comptes de transport de la nation, c'est-à-dire l'INSEE? C'est que la voiture coûte à la société, enfin, essentiellement au ménage, qui en paye la quasi-totalité des coûts, 26 centimes le voyageur kilomètre, quand les transports en commun urbains, TCU, sont à 38 centimes et les TER sont à 38 centimes. Et en province, si j'enlève l'Île-de-France, on est à 45 centimes, donc on a pratiquement un rapport de
pas loin de 1 à 2 entre le coût de la voiture et le coût des transports en commun aujourd'hui en province. Alors, c'est un paradoxe parce que quand vous massifiez les flux, normalement, vous avez des économies d'échelle et on ne les a pas. La question, c'est pourquoi? Pourquoi on en est là? Alors, plusieurs totems. Le premier, c'est celui-là. Ici, vous avez la carte des flux un mardi de novembre pour les flux, on va dire, supérieurs à 20 km et inférieurs à 200 km dans les grandes aires urbaines françaises. Donc, vous voyez très bien comment ça se passe, la polarisation sur certaines grandes villes. Et puis, vous voyez des phénomènes en sillon, le sillon alsacien, le sillon lorrain. On voit aussi le Val de Loire. Très bien. Et donc ça, voilà, la majorité des flux sont là. Et ici, vous avez cette carte que nous donne l'autorité de régulation des transports sur les données SNCF, qui est la carte du nombre d'occupation réelle des TER. Donc vous voyez qu'en accès aux agglomérations, on a des taux d'occupation qui sont élevés, pour ne pas dire très élevés. C'est-à-dire que souvent, en heure de pointe, ils sont complètement saturés, ces TER, parce qu'on manque d'offres. Et puis ailleurs, on a des TER qui sont souvent vides, ou pour ne pas dire très peu remplis, ce qui pose quand même un problème. C'est-à-dire que en urbain, on ne met pas du métro partout. On met du métro là où il faut assurer des volumes importants de personnes à transporter. Sinon, on met du tramway et sinon, on met du bus. Mais il semblerait que pour ces liaisons-là, on ne connaisse que le train. Et un train, c'est un mode lourd, donc c'est un mode coûteux. Et pour ça, pour qu'il soit logique de le déployer, il faut qu'on ait quand même du volume de personnes à transporter, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc on a un problème d'efficience aujourd'hui assez majeur sur ces questions-là qui expliquent ce coût élevé des TER en France qui, lorsque l'on compare avec d'autres pays, est quand même beaucoup plus élevé. Alors, le totem numéro 2, c'est qu'on a toujours un problème dans ce secteur en France, pas ailleurs, de concurrence. La concurrence est mal vécue. Or, quand vous regardez les expériences, c'est toujours pareil, c'est l'autorité de régulation des transports, elle vous montre que la Suède, qui a mis en concurrence très tôt, a fait une croissance du nombre de trains kilomètres de 29% avec un taux de croissance du passager kilomètre, donc de fréquentation de 16%. L'Allemagne est le meilleur exemple. L'Allemagne a mis en concurrence il y a 30 ans ces TER, et donc elle a fait des trains kilomètres de 8% avec une augmentation de 21% du passager kilomètre, et l'Italie est à 19 versus 17%. Donc on a globalement, et la France, vous voyez qu'on n'a pas mis en concurrence, on a fait moins 1 sur les trains kilomètres et plus 9 sur les passagers kilomètres. Alors aujourd'hui, l'Allemagne, le TER est à 22 centimes d'euros le passager kilomètre sur les TER, quand nous, on est à 38. Donc on a des gains de productivité importants à faire, et la concurrence est l'un des moyens pour y arriver. Voilà, on est à 2 à 2,4 fois plus élevé en France qu'en Allemagne sur le coût du TER. Le troisième totem, c'est la baisse de la participation de l'usager. Donc ici, vous avez un ratio qui est très connu, qui s'appelle le ratio R sur D. Donc c'est les recettes tarifaires que divisent les dépenses d'exploitation. Et vous voyez que ce ratio, en 1975, il était de 70%. C'est-à-dire que, usagers des transports, nous couvrions à cette époque-là 70% des coûts d'exploitation des transports publics. Et vous voyez que ça s'est dégradé très nettement. Aujourd'hui, on a perdu pratiquement 50 points en 45 ans. Et on a un déficit public par voyage. Donc là, c'est le D-R, c'est les dépenses moins les recettes. C'est-à-dire que quand vous regardez, une fois que vous avez payé votre ticket de métro, de tramway ou de bus, combien met la collectivité? Aujourd'hui, en moyenne, fin 2022, elle mettait 2 euros par voyage. 2 euros par voyage, ce qui est quand même tout à fait, c'est totalement excessif. Vous voyez qu'on était à des niveaux beaucoup plus bas en 2000, et je n'en reviens pas sur en 1975. Donc on a une vraie dérive, et on est en France le seul pays à faire aussi peu participer l'usager au coût de ses transports publics. On a cette baisse vraiment importante, régulière. Alors vous avez la courbe en jaune, c'est Lyon. Donc vous voyez qu'entre 2000 et 2019, Lyon a remonté ce ratio. Il était au même niveau que les autres en 2000, et on l'a fait remonter à 60%. C'est ce qui permet en fait un investissement important dans une offre nouvelle de transport public, parce que vous avez un autofinancement qui est important, ce qui vous permet d'investir en fait. Et plus ce ratio se dégrade, moins vous pouvez investir. Alors comment est-ce qu'on a pu faire ça? Eh bien, on a déployé à partir de 1975 une taxe sur les entreprises, en fait, sur la masse salariale
des entreprises. Donc sur le coût du travail, le versement mobilité, ce qu'on appelle le versement mobilité, donc VM dans le reste des slides, c'est 2% grosso modo en France, c'est un peu plus que ça maintenant parce qu'il y a eu une récente augmentation. À Paris, en Ile-de-France, on est à 3%. Donc c'est quand même un impôt de production, ce qu'on appelle un impôt de production, c'est-à-dire que vous gagnez ou pas de l'argent, vous payez cette taxe. Vous pouvez être une entreprise déficitaire, mais vous allez payer cette taxe, et ça représente 20% des impôts de production sur le travail. Donc ce qui est quand même pas rien quand on est dans une économie ouverte et en compétition avec d'autres entreprises, notamment européennes. Sur le pouvoir d'achat, si vous avez un salaire moyen net, ce qui est le cas en France de 2 750 €, le versement mobilité, ça représente 100 € par mois. Donc c'est aussi quelque chose d'important en termes de ponction salariale, et je rappelle que la demande de pouvoir d'achat est quand même le premier sujet pour les Français aujourd'hui. Donc on voit cette évolution en euros constants. Ce versement mobilité, il a fait x4, plus de x4 depuis 2000, et donc c'est des sommes tout à fait considérables, donc c'est des choses à verser dans le débat. Le quatrième totem, ce que j'ai appelé le communalisme. Alors ici, vous avez les distances moyennes parcourues par personne, par jour en France. Et vous voyez que l'énorme masse jaune, là, c'est la voiture. Et donc, on était à 4 km par jour il y a un siècle, même il y a 2 siècles. Et aujourd'hui, on est à peu près à 40 au quotidien. À 40. Donc, on a fait x10 sur les distances. Et donc, l'espace de vie n'est plus celui de la commune. C'est-à-dire que les communes françaises font en moyenne 4 km de diamètre. Mais il est bien plus vaste que ça, puisqu'on fait 40 km par jour. Donc, il est 10 fois plus grand. Et ça donne ceci sur l'aire urbaine de Lyon. Donc l'aire urbaine, c'est l'ensemble des communes dont au moins 40% des actifs travaillent dans le pôle central, en l'occurrence ici Lyon, Villeurbanne et la métropole de Lyon. Donc on voit qu'en rouge, ce sont des gens qui font 50 km par jour. Donc l'espace de vie des Français, il est à l'échelle de l'aire urbaine, mais vous voyez que l'espace politique, il n'est pas du tout à cette échelle-là, il est à l'échelle des communes et des intercommunalités, donc de la métropole. Et vous voyez ici la carte des 35 000 communes. Donc on a toujours 35 000 communes comme il y a un siècle, alors qu'on fait 10 fois plus de kilomètres. Donc on a ce décalage, cette incohérence, cette première incohérence entre l'espace de vie vécu, réel des Français, et l'espace politique, là où on vote, qui est quand même complètement différent. Alors, ça a conduit quoi? Ça a aussi eu un impact sur ça a généré quoi? Ça a eu aussi un impact sur le coût des transports publics. Donc vous avez ici, regardez d'abord l'échelle de gauche et les courbes, toutes les courbes sauf la rouge. Donc vous avez l'augmentation du nombre de communes dans ce qu'on appelle le périmètre de transport urbain, c'est-à-dire le périmètre administratif de là où on déploie des transports publics. Vous voyez qu'en passant en 1999, on va dire en 2000, on a fait x4. On a 4 fois plus de communes et une superficie multipliée par 4 dans ces périmètres de transport public. La population, par contre, en vert, elle n'a fait que fois 1,5. C'est-à-dire qu'on est arrivé, on a déployé des transports publics dans des espaces peu denses. Peu denses, et donc vous voyez, la densité du périmètre de transport a beaucoup baissé, elle a quasiment été divisée par plus de 2. Et la courbe en rouge, c'est le déficit, le fameux déficit public par voyage, c'est-à-dire combien on met à chaque fois, en plus la collectivité met chaque fois que quelqu'un prend un bus, en l'occurrence un tram et un métro, on est passé de 0,75 en 2000, 0,8, à 1,9 en 2017. Donc on a eu une explosion du déficit. Pourquoi? Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire comment ça s'est passé? C'est que dans ces périmètres-là, chaque maire a voulu avoir sa ligne de bus. Et comme ces maires sont très nombreux, ils ont eu leur ligne de bus, même s'il n'y a personne dedans. En clair, on fait rouler des bus vides. Parce qu'on est dans des espaces peu denses où un transport public, s'il n'est pas extrêmement fréquent, il n'a pratiquement aucune chance d'être utilisé, compte tenu du fait qu'il n'y a pas de congestion et donc que la voiture reste extrêmement compétitive pour l'usager. Alors, je vais essayer de montrer ça sur... vous avez ici les 4 niveaux de gouvernance territoriale, État, région, département et nos 35 000 communes. Alors, comme on sait que les communes ne sont pas à l'échelle de la mobilité, mais pas non plus à l'échelle de l'eau, mais pas non plus à l'échelle du développement économique, pas non plus à l'échelle des déchets, qu'est-ce qu'on fait? On a fait des communautés de communes. Donc on en a aujourd'hui 1250. Mais comme on sait que ces communautés de communes, elles ne sont toujours pas à l'échelle, on a fait des communautés de communes. Ça s'appelle des syndicats mixtes. Et vous avez 10 000 structures comme ça. Donc on a au bloc communal 45 000 structures. Le problème, c'est qu'en termes d'élection, les vrais enjeux donc, qui sont liés
aux politiques de logement, de mobilité, de l'eau, des déchets, de l'énergie, etc., elles ne sont jamais discutées dans les campagnes municipales ou de manière très annexe. Pourquoi? Parce que ces élus, dans ces communautés de communes, dans ces syndicats mixtes, qui sont eux qui détiennent vraiment les vrais sujets, ne sont pas élus au suffrage universel direct. Donc on a quelque part un problème démocratique là-dessus. Et vous avez ensuite le nombre de communes par communauté d'agglo. Donc je ne vais pas faire la liste, mais vous voyez qu'elles sont très nombreuses. Et c'est ce qui distingue la France par rapport aux autres pays européens, c'est qu'on est le seul pays à ne pas avoir fait notre réforme communale aujourd'hui. Donc c'est une gouvernance qui est peu lisible, qui est peu démocratique, qui est très lourde. Alors je vais terminer mon propos pour laisser de l'espace à mes collègues. Le premier sujet, c'est l'efficience. Donc il va falloir qu'on soit beaucoup plus efficient. Je vous mets quelques hyperboles, cette citation de Keynes qui dit que les politiques doivent faire des arbitrages entre l'efficacité, la liberté et l'équité. Il ajoutait, les capitalistes ont échoué puisqu'ils ont privilégié l'efficacité et la liberté au détriment de l'équité. Les communistes, il ajoutait, ont eux également échoué puisqu'ils ont fait l'inverse, ils ont privilégié la liberté et l'équité au détriment de l'efficacité. Voilà, je ne crois pas que ces trois termes soient opposés par principe, par nature. On peut, dans une société démocratique, la liberté ne se discute pas, les questions de justice et donc d'équité sont hypersensibles et sont au cœur du débat démocratique, mais on peut avoir des démocraties efficaces. Voilà. On pourrait choisir l'efficacité, on peut le faire, nos voisins le font, donc faisons-le aussi. L'investissement. Il faudra beaucoup plus d'offres demain, puisqu'on a un déficit d'offres pour desservir le périurbain, notamment avec les grandes agglos, et puis les villes moyennes avec les grandes agglos. Alors, François Pérou, qui est lyonnais, fondateur d'économie humanisme, économiste du milieu du XXe siècle, disait cette chose évidente, on ne peut pas augmenter l'investissement sans diminuer la consommation. Dans le cas de la décarbonation, si je veux moins de carbone, il faudra plus de transport public, il faudra isoler nos logements, il faudra passer à la voiture électrique, etc. etc. Tout ça, c'est de l'investissement. Évidemment, ça fera des sommes en moins pour consommer. Et il ajoutait cette chose tout à fait pertinente à l'époque, dans les temps qui sont les nôtres, quand on réfléchit, si on met la priorité sur le présent ou le futur, il dit chaque économie ne peut élever le niveau de vie des générations ultérieures, sinon en imposant un sacrifice aux consommations présentes. Voilà, je pense que si on abordait le débat sur les retraites de cette manière-là, on aurait des débats d'une autre tenue. Et puis je terminerai par Alexis de Tocqueville, donc, qui écrivait ceci en 1850, donc il y a bien longtemps maintenant, 170 ans, décentralisé. Il dit ceci, la vérité est que le goût des fonctions publiques et le désir de vivre l'impôt ne sont point chez nous une maladie particulière, un parti, c'est la grande et permanente informité de la nation elle-même. C'est le produit de la centralisation excessive de notre gouvernement. Après, il est très pessimiste. Je pense qu'il faut faire mentir Alexis de Tocqueville. Ce qu'il dit, c'est que dans un État centralisé, qui est très caractéristique de la France, où les dépenses des collectivités locales, c'est 11% des dépenses, quand c'est 27% en moyenne en Europe, dans un État centralisé, ça génère de la dépense publique de manière quasi automatique. Donc, si on veut être plus efficient, enfin, il faudra qu'on soit plus efficient, il va falloir investir, il faudra décentraliser, en un seul mot, en fait, il faudra responsabiliser. Si les gens veulent de l'autonomie, il va falloir leur donner aussi les moyens d'assurer cette autonomie. Voilà, je vous remercie. Vous m'entendez? Ouais. Ouais, j'imagine. Le temps que la présentation arrive, donc moi je suis enseignant-chercheur à l'IUT de Lumière de Bron et je travaille au LAET, le laboratoire aménagement, économie, transport, en particulier sur des questions de décarbonation des mobilités. Ce que je vais essayer de recadrer ici, il y a des choses qui ont déjà été présentées par Jean, c'est de dire qu'il y a quelques enjeux en termes de transition des mobilités et que parmi ces enjeux, évidemment, il y a la part prépondérante de la voiture particulière qui représente globalement un peu plus de la moitié des émissions territoriales de la France. Quand vous ajoutez à ça, on n'en parlera pas ici dans cette session, mais
les modes routiers de transport de marchandises que sont les poids lourds et les véhicules utilitaires légers, et bien globalement, vous arrivez à 75% avec les poids lourds et à 90% des émissions du transport en incluant les véhicules utilitaires légers. Ce qui est certain, c'est que de notre point de vue, et pour ce qui nous intéresse dans cette session, c'est qu'aucune politique de décarbonation des mobilités ne peut se faire en faisant l'impasse sur la question de la réduction de l'usage de la voiture particulière telle qu'elle existe en tout cas aujourd'hui, c'est-à-dire de la voiture particulière thermique. Ici, je vous ai mis, alors si vous êtes peut-être familier avec cette équation de Kaya appliquée au secteur des transports, l'idée c'est qu'on a globalement 5 grands leviers de décarbonation des mobilités, 3 leviers qui relèvent tendanciellement plutôt de leviers de sobriété, et puis 2 leviers qui sont tendanciellement des leviers technologiques. Le premier, c'est la demande de transport. Et effectivement, si vous réduisez votre demande de transport, vous réduisez les émissions associées, toutes choses égales par ailleurs. Pareil, si vous faites du report modal, deuxième levier, vous changez pour un mode plus vertueux sur le plan des émissions, et bien vous réduisez évidemment, toutes choses égales par ailleurs, les émissions. Pour tous les modes en transport de voyageurs, si vous augmentez le taux de remplissage de vos véhicules, c'est-à-dire si vous faites du covoiturage en voiture particulière ou si vous remplissez mieux vos bus en secteur urbain ou vos trains pour ce qui est des TER par exemple, évidemment là aussi vous faites baisser les émissions liées au transport. Et puis pour les 2 leviers technologiques, on a globalement la consommation énergétique des véhicules, c'est-à-dire que si vous allez vers des moteurs plus sobres, voire des changements technologiques sortis du thermique par l'électrique typiquement, là aussi vous réduisez les émissions. Et puis la grande question, c'est évidemment l'intensité carbone de l'énergie. C'est mieux de faire du véhicule électrique globalement dans un pays comme la France qui a un parc nucléaire important que d'en faire en Pologne ou en Chine où évidemment la manière dont votre électricité est produite est structurellement plus carbonée. Alors la transition des mobilités, en fait, on a plusieurs transitions. La première, c'est une transition technologique, c'est-à-dire que ça recouvre l'ensemble des changements de technologie au sein d'un mode. Électrification, hydrogène, etc. Et ça, ou gaz, typiquement pour un certain nombre de véhicules dans le transport collectif urbain. Donc ça, c'est des changements, c'est une transition technologique qui nécessite, comme vous vous en doutez, des investissements pour accompagner cette transition et donc des coûts associés. On a aussi une transition comportementale, à travers le report modal notamment, c'est-à-dire que quand vous changez de mode et que vous allez de la voiture vers les transports collectifs ou de la voiture vers le vélo, ou que vous faites du covoiturage, là c'est bien une action qui est liée à votre changement de comportement dans cette transition des mobilités. Et puis on a, et ça c'est souvent quelque chose qui est un peu laissé de côté, notamment en termes de gouvernance, on a tout ce qui est transition organisationnelle. Par le télétravail d'une part, donc ça c'est lié à la manière dont on organise le travail, notamment dans les entreprises, et puis ensuite on a vraiment des enjeux de gouvernance liés à l'aménagement urbain, liés au MaaS, donc au Mobility as a Service, qui sont notamment liés à la manière dont on pense l'intégration plus poussée des systèmes de mobilité sur un territoire, et à la question par exemple des titres combinés. Le rôle d'un chercheur dans ce domaine, c'est de se départir de tendances, parce qu'on en a tous, des conceptions idéologiques, et de concentrer son activité sur la mesure des problèmes, l'identification de verrous, l'évaluation, ça c'est un pan important des travaux notamment que mes collègues et moi menons au LAET, en particulier par la question de l'analyse, la méthode de l'analyse coût-bénéfice, et puis aussi des analyses en termes de compréhension des freins à tous ces changements. In fine, l'objectif d'un enseignant-chercheur, d'un chercheur dans ces domaines, c'est d'éclairer la décision publique de la manière la plus objective possible. Alors, pour illustrer tout ça, je vais vous présenter 2 exemples. Le premier, il est lié à la voiture particulière, et je vais vous présenter le résultat de l'évolution des émissions sur un territoire qui est proche pour nous, puisque c'est l'aire d'attraction étendue de la ville de Lyon. Donc vous avez le périmètre en rouge de la métropole au centre, et puis vous avez donc toutes ces communes situées en gros à moins d'1 heure
en voiture du centre-ville de Lyon. Donc c'est une zone qui fait 637 communes. Sur ce périmètre de la ville, de notre zone d'études, ce qu'on a fait, en fait, c'est calculer, en tenant compte de la composition du parc de véhicules par commune, un facteur d'émission moyen communal, c'est-à-dire qui vous donne en gros, pour chacun des déplacements issus de cette commune, le facteur d'émission associé. Ce que vous remarquez ici, alors c'est une slide ici qui vous présente immédiatement la réduction de ce facteur d'émission entre la période de l'année 2011 et l'année 2019. Et ce que vous voyez, là, c'est une réduction en pourcentage. Sur l'échelle qui est en bas à droite, vous voyez que cette réduction, elle va globalement de moins 3,7% à moins 7,9%. L'idée, c'est que globalement, le parc moyen communal sur notre zone, il s'est amélioré entre 3,5 et 8%. Vous voyez que les zones les plus vertueuses en termes d'évolution du parc, sans grande surprise, sont au centre de notre zone d'études, et qu'à mesure qu'on s'éloigne et qu'on va vers la périphérie de notre zone d'études, cette réduction du facteur d'émission lié aux voitures de ces communes se réduit. Okay. Ça, évidemment, vous avez très clairement un effet revenu. C'est plus simple de changer de voiture et d'aller vers un véhicule plus vertueux quand vous êtes, regardez, en vert foncé, vous connaissez la région lyonnaise, on retrouve évidemment l'ouest lyonnais sans grande surprise. Ici, vous avez, je vais passer très vite là-dessus, l'équivalent du coup de cette réduction en grammes de CO2 par kilomètre. Et du coup, cette réduction, vous voyez, elle va de 8 à 18 grammes CO2 équivalent par kilomètre pour chacun de ces véhicules moyens communaux. Ici, ce que je vous présente, c'est les flux domicile-travail en 2019 avec, vous voyez à chaque fois, donc ça c'est en milliers d'actifs. L'idée, c'est que le gros 440 qu'il y a en haut sur le côté à gauche, ça veut dire qu'au-delà du périmètre de la métropole, vous avez 440 000 actifs qui se déplacent sans entrer dans la métropole de Lyon. Ils se déplacent en fait partout, mais au-delà du périmètre de la métropole de Lyon. Le 205 avec une petite flèche qui va vers Lyon-Villeurbanne, ça c'est les 205 000 actifs en 2019 qui se déplacent en restant à l'intérieur de Lyon-Villeurbanne. Okay, et ainsi de suite pour l'ensemble des zones. Donc typiquement, les flux lointains qui viennent de Lyon, là vous les avez entrant, donc 73 000 actifs, c'est la flèche en bas. Et ensuite, vous avez indiqué également un certain nombre de variations en pourcentage entre 2011 et 2019. La première variation, c'est l'évolution de la population. Elle augmente, c'est ce qui est marqué dans le petit texte sur le côté, de 6,84%. Vous avez globalement un peu moins d'1 200 000 actifs sur cette zone en 2019, et soit une augmentation d'un peu moins de 7% par rapport à 2011. Vous voyez que ces pourcentages d'évolution, ils sont différenciés d'un flux à l'autre. Et en particulier que les flux associés aux 73 000 dont je vous parlais précédemment ont, eux, augmenté de 16,7%. Donc ce que ça vous dit là, c'est un indicateur potentiel du phénomène d'étalement urbain. C'est-à-dire que les gens, globalement, se sont relocalisés sur la période vers des zones plus éloignées du centre de Lyon. Et effectivement, c'est vers ces flux-là qu'il faut aller pour essayer de les décarboner. Parce que ce qui a été dit, y compris dans la présentation de Jean précédemment, c'est que pour l'instant, là où on a été efficace sur de la décarbonation, c'est principalement dans les centres-villes. Ou en tout cas dans les zones centres des métropoles. Ici, vous avez les volumes d'émissions associés à ces flux. Et vous voyez que typiquement, donc là on est sur un jour ouvré type si tous les actifs se déplacent. Donc ce que ça vous dit, c'est que tous les déplacements des 440 000 actifs que je vous présentais sur la figure précédente représentent, s'ils se déplacent tous un jour ouvré type, 1625 tonnes émises. Okay. Pour le flux central, vous voyez que, en tenant compte évidemment des parts modales dans Lyon, le centre de Lyon, les actifs qui se déplacent uniquement dans Lyon-Villeurbanne, en voiture, n'émettent que 127 tonnes. Mais c'est eux qu'on a le plus décarboné. C'est par eux qu'on a principalement fait de la décarbonation des mobilités. Et à l'inverse, vous voyez que les 73 000, sur presque 1,2 million d'actifs qui se déplacent sur notre zone d'études, eux émettent 666 tonnes.
et que c'est en augmentation sur la période 2011-2019. Donc ça, en fait, ça sert à identifier de manière la plus objective possible les priorités à donner en termes d'action publique en matière de décarbonation des mobilités. Je vais passer là-dessus, ça c'est les volumes d'émissions moyens. Donc pour faire un petit bilan sur 2011-2019, on passe globalement sur l'ensemble de la zone de 3237 tonnes à 3399 tonnes, soit une augmentation de 5% des émissions sur un jour ouvré type, alors que globalement le parc de véhicules s'est décarboné à hauteur de 6%. C'est-à-dire qu'on a un parc plus vertueux de 6%, mais on a une augmentation des émissions associées à nos flux. Ça, c'est lié à deux choses. D'une part, bien sûr, l'augmentation du nombre d'actifs, qui augmente de 6,2%, et aussi l'augmentation des kilomètres parcourus, qui augmente de 13,8% sur la période. Okay. Deuxième illustration, la notion de coût d'évitement. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé dans un certain nombre d'autres conférences. L'idée du coût d'évitement, c'est d'essayer d'offrir une métrique, en fait, qui permet d'éclairer la décision publique. Le coût d'évitement, pour faire simple, c'est l'idée qu'on va comparer des solutions alternatives à une situation de référence, souvent l'existant, la situation existante. Et puis on va, dans le cas le plus simple, mesurer les coûts supplémentaires associés à cette solution alternative, d'une part, ça on les met au numérateur, et puis on les divise par les gains en matière d'émissions de gaz à effet de serre associés à cette solution alternative. Donc ça, on peut le faire de plusieurs manières. La première manière de faire, c'est de regarder notamment des scénarios technologiques liés à la voiture particulière thermique. Donc là, je vous en présente 5. Hein, vous reconnaîtrez les modèles. Le but, c'est pas de faire de la pub pour les constructeurs. Et puis ici, vous avez quelques valeurs. Alors ce qui est important, c'est pas les axes qu'il y a sur le côté. Ce qui est important, c'est les valeurs que prennent ces coûts d'évitement dans la colonne, en particulier dans les deux cercles bleus. En fait, c'est les mêmes valeurs pour les deux axes. Les valeurs changent uniquement pour les coûts d'évitement liés à l'alternative TER vis-à-vis de la voiture et autocar vis-à-vis de la voiture. Et si vous regardez les valeurs, donc un coût d'évitement négatif, typiquement, vous voyez qu'on a la Twizy, la Spring qui sont directement négatives. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, le delta, la variation des coûts, c'est déjà à l'achat des solutions moins chères. Okay, donc nécessairement, une solution moins chère, vous avez un coût d'évitement négatif, c'est-à-dire que c'est rentable dès le départ de passer à ces solutions. A l'inverse, vous voyez que la Zoé, on est à un coût d'évitement aux alentours de 43,5 € la tonne. Je vous parlerai un petit peu plus tard de la valeur d'action pour le climat, qui est l'une des valeurs qu'on utilise comme point de référence pour déterminer si une action est intéressante à faire en matière de décarbonation. La valeur de l'action pour le climat en 2025, elle est à 256 €. Et à l'inverse, vous voyez que plus on va vers des véhicules, là on est sur 5 véhicules électriques, mais si on va vers une Tesla 3 ou une Tesla X, évidemment ce coût d'évitement, il explose. C'est-à-dire que typiquement, y compris là en termes d'aide à l'achat de véhicules, vous voyez bien qu'il y a sans doute une possibilité d'utilisation de l'argent public qui est plus intéressante en matière de quick wins, de gains rapides, pour ce qui est de ces solutions technologiques alternatives aux véhicules particuliers. Là, ici, je vous présente deux autres types de coûts d'évitement. Cette fois-ci, si on compare le train à la voiture, et on est sur l'année 2023. Il ne doit pas me rester beaucoup de temps, je vais essayer d'aller vite. Ce que vous dit ce graphique, c'est globalement, ici en fait, alors on ne les a pas nommés pour des questions aussi de traitement de données, de confidentialité. On est sur la région Aura. Ici, vous avez les lignes de TER. Chacun des points est une ligne de TER. Et puis, vous avez le coût d'évitement qui est représenté en ordonnée. Et en abscisse, vous avez le nombre de passagers par train. Ce que ça vous dit, c'est globalement la VAC, c'est ce dont je vous parlais précédemment, c'est la valeur de l'action pour le climat. Donc ici, on l'a fixé à peu près à 250 €. Et vous avez donc 42% des coûts d'évitement train versus voiture pour ces lignes qui sont inférieures à cette valeur de l'action pour le climat. À l'inverse, vous avez près de 60% des lignes de la région Auvergne-Rhône-Alpes dont le coût d'évitement associé à un passage vers le train
à partir de la voiture est en fait supérieure à la valeur de l'action pour le climat. Okay. Donc ça vient nourrir aussi l'idée que selon les territoires, il ne faut pas tout miser sur un seul mode et qu'il y a sans doute, même très clairement, une adéquation à trouver, une bonne adéquation à trouver entre différentes alternatives technologiques, report modal, covoiturage, autocar, train, à la voiture particulière. Là, ici, vous avez même principe, cette fois-ci, un système de coût d'évitement toujours sur la région Rhône-Alpes entre train et autocar. Et on voit que globalement, on a 49% des lignes de TER dont le coût d'évitement par rapport à l'autocar est inférieur à la VAC, à la valeur d'action pour le climat, et 51% qui sont au-dessus. Ici, vous avez un nuage de points. Alors, cette fois-ci, on est France entière, qui vous donne les valeurs, cette fois-ci, du coût au passager kilomètre des différentes lignes de TER. Là, pareil, pour un certain nombre de raisons, on ne vous révèle pas quelles sont ces lignes. Ce qui est important de voir, c'est que ces coûts varient énormément. Globalement, vous allez de moins de 10 centimes au passager kilomètre jusqu'à près de 5 € au passager kilomètre sur un certain nombre de lignes. Si vous ajoutez à ça la question de où se place la voiture, typiquement, au coût par passager kilomètre, et le taxi, c'est les deux lignes que vous avez ici. Et ce qu'on peut dire, du coup, c'est que vous avez 75% des lignes de TER qui, en fait, coûtent plus cher à l'usage que celle que l'utilisation de la voiture. Et ça, c'est sans compter, alors on ne rentre pas dans les détails, mais globalement, la voiture est à 26 centimes à peu près sur ce graphique, et le taxi est à 1,3 €. Je termine sur qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ceci. Alors d'une part que, à mon sens, la décarbonation des mobilités, ça requiert une compréhension fine de ce qui se passe dans les territoires. Et que des solutions qui sont évidemment adaptées au sein d'une grande métropole ou dans des territoires denses, il y a un impact énorme de la densité sur toutes ces questions, ne sont évidemment pas adaptées de la même manière quand on va vers des territoires plus périurbains ou ruraux. Pour ce qui est de l'enjeu principal, c'est bien sûr de comment on passe à la vitesse supérieure. Alors en fait, il y a plusieurs leviers. Le premier, c'est évidemment quelle alternative à la voiture particulière thermique actuelle, et en particulier sur tous les territoires, selon les caractéristiques de ces territoires. Deuxième aspect, c'est quelle offre de transport collectif, quel levier là-dessus. Où est-ce qu'on peut muscler encore l'offre en matière de transport collectif urbain, les TCU, ou à l'inverse, ou en complément, on pourra mettre davantage de ferroviaire, et là il y a évidemment tous les enjeux liés au territoire pertinent pour les SERM, pour évidemment dans l'objectif de stimuler du report modal. Et enfin, comme je vous le disais tout à l'heure, comment on identifie au mieux, dans un premier temps, les gains les plus rapides pour amorcer là aussi un cercle vertueux. Ces décisions, elles sont évidemment, c'est des décisions qui sont prises par les autorités publiques, par les entreprises aussi et par les ménages. Et le dernier message que je voulais laisser dans cette conférence, c'est de dire qu'il y a deux grands enjeux là-dessus. Il y a la question de la maturité technologique quand on fait des arbitrages entre technologies. Et là, vous voyez bien que typiquement, pour ce qui est de l'adoption par les particuliers de véhicules électriques, pour un certain nombre d'entre eux, pour toutes sortes de raisons, il y a un certain nombre de freins à ce comportement d'adoption d'une nouvelle technologie électrique. De la même manière, pour les entreprises comme pour les ménages, il y a un enjeu très important lié aux normes, aux régulations, aux incitations. Et ça, c'est lié notamment à tous les leviers de gouvernance et d'incitation des changements de comportement vers les entreprises comme vers les ménages qui, dans l'immense majorité des cas, évidemment, requièrent de la stabilité. Voilà, je m'arrête là. Bien, bonjour à tous. Comme Pierre, je suis enseignant-chercheur, professeur à l'université de Rouen. Et comme lui, je cherche à approfondir la compréhension d'un certain nombre de
de mécanismes, de comportements, en l'occurrence, et c'est les choix de méthodes que je fais, pouvoir analyser plus précisément les comportements, et notamment les comportements en matière de report modal et de changement de mobilité, tel que ça a été présenté dans les deux interventions précédentes. Donc je vais accentuer ma présentation et faire un focus sur ce changement de comportement et sur les freins et les opportunités qui peuvent exister avec l'instrument qui est presque naturel pour les économistes, qui est celui des tarifs. Donc je vais essayer d'expliquer. Alors je ne sais pas si c'est un tabou, un totem. Enfin, on retrouve l'introduction qu'a fait Jean, mais voilà, les prix, ça veut dire quelque chose, et c'est peut-être aussi là-dessus qu'il faut s'appuyer. Donc je ne reviens pas sur les objectifs qui ont été expliqués précédemment, mais vous l'avez tous retenu. L'objectif, c'est de mettre le plus possible, ou en tout cas d'augmenter la part des gens qui sont dans les transports collectifs, et également de favoriser d'autres modes, et notamment les modes doux, et notamment dans la stratégie nationale bas carbone. Il est envisagé de multiplier par 4 le nombre de voyageurs kilomètres à vélo. Donc ça fait partie des solutions qui vont servir de levier. Alors évidemment, c'est facile à dire. Je ne sais pas si vous voyez bien la photo. On est tous d'accord qu'entre des kilomètres d'embouteillage et puis une route où il y a des vélos et il n'y a pas beaucoup, on est loin des autoroutes à vélo, tout ça semble très tranquille, très vert, un tramway où on est bien assis confortablement. C'est effectivement l'idéal visé de la décarbonation des mobilités qui devrait mettre tout le monde d'accord. Dans la réalité, d'abord, on peut être très content au volant. Si on a une belle voiture, qu'on aime la musique, qu'on a son temps, enfin voilà, et qu'il n'y a pas de monde, qu'il y a des palmiers, on est très content dans sa voiture. Et puis si c'est pour se faire voler son vélo, être tout serré dans les transports et avoir des trottinettes partout sur les trottoirs, forcément c'est moins idyllique. Et avec un peu de chance, ça va dans l'autre sens. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit à droite, les images de droite, elles ont plutôt tendance à repousser les gens dans leur voiture qu'à les inciter à faire du report modal. Donc, ce qui est clé finalement, un des éléments clés, au-delà bien évidemment, et ça a été rappelé, du fait de leur proposer des solutions, d'augmenter les infrastructures, de structurer, d'organiser les villes pour que tout ça soit possible. Mais ça reste quand même une décision individuelle. On est encore libre de choisir comment on se déplace, qu'est-ce qu'on supporte et qu'est-ce qu'on choisit. Donc en théorie, en économie, on considère un individu qui est tellement idéal, qui n'existe que dans les livres et dans l'imaginaire des économistes, où l'individu prend une décision rationnelle, et donc pour ça, il maximise ce qu'on appelle sa satisfaction, son utilité, et surtout il est rationnel, il est très rationnel, il sait tout calculer, il sait prendre la meilleure décision pour lui en fonction des signaux qu'on lui envoie. Mais dans la vraie vie, cet individu n'existe pas parce qu'il y a trop d'hypothèses sur lui, et on a plutôt des individus comme vous et moi qui avons un certain nombre de biais. Il y a des choses qui nous empêchent de prendre cette fameuse décision rationnelle qu'on aimerait optimale, qu'on aimerait voir s'appliquer pour tous. Et parmi ces biais, il y a notamment le fait qu'on agit de manière un petit peu routinière. Parfois, on prend des décisions dont on sait pertinemment qu'elles vont contre ce qu'on devrait faire, mais à ce moment-là, soit parce qu'on est trop optimiste, soit parce qu'on minimise le temps qu'on va mettre en prenant un trajet, soit parce qu'on veut... on est sensible à des messages qui nous sont envoyés. On fait des choix qui, finalement, se révèlent pas forcément les meilleurs, et pour nous, et surtout pour la collectivité. Parce qu'en fait, quand un décideur public conçoit sur ses ordinateurs et en mobilisant tous ses ingénieurs des tarifs notamment, il a une certaine idée de la façon dont les gens réagissent, qui est souvent un peu trop théorique, justement.
Donc il y a vraiment un écart entre la théorie et la réalité. Et notamment, un des plus gros freins, c'est les automatismes. C'est le fait qu'on répète ce qu'on fait, même si on sait que ça peut amener un certain nombre d'aspects négatifs. Et en matière de transport, par exemple, les congestions, les embouteillages, le fait de partir pas à la bonne heure, ça fait typiquement partie des habitudes qu'on répète incessamment et toujours en s'énervant et en étant bien frustré contre tout le monde. Donc changer ça, c'est compliqué. Et pourtant, on a des instruments, et d'ailleurs, c'est ce qui va être mis en œuvre. Alors là encore, c'est un peu le message sur ces sujets-là, c'est qu'il n'y a pas un instrument miracle, il y a une palette d'instruments et il faut bien doser et mobiliser ces différents instruments. Et c'est ça sur lequel, notamment, les chercheurs spécialisés en transport et qui analysent les comportements vont chercher à bien comprendre pour aider à la décision. Donc, je ne reviens pas sur tous les instruments qui ont déjà été mentionnés pour restreindre l'usage de la voiture, donc des réglementations, des normes, et puis aussi renforcer le coût, notamment par des péages qui peuvent avoir évidemment une certaine vertu, j'y reviendrai, mais aussi les taxes sur les carburants, bien évidemment, ou rendre les stationnements ou l'organisation des flux dans certaines zones plus compliquées. Moi, ce qui m'intéresse dans mes travaux, c'est plutôt justement comment on promeut de manière active les alternatives et notamment les transports en commun. Donc pour ça, comme je le disais, il faut d'abord et bien évidemment qu'il y ait les infrastructures, qu'on mette en place les services. On a insisté dans une conférence précédente sur la qualité de ces services-là, la fiabilité, parce que ça sinon c'est un frein évident. Et puis, il y a le prix, le tarif. Donc là, l'idée, elle est assez simple. C'est que si on veut que quelque chose soit plus utilisé, il faut que le tarif soit suffisamment attractif pour ceux pour lesquels on veut les inciter à utiliser ce bien. Donc, in fine, il faut créer les conditions du choix et pour cela, jouer sur ces différents leviers. Donc là encore, et sans insister trop, il y a la théorie. Une théorie qui est déjà assez ancienne, qui date des années 60 et qui cherche justement à réconcilier différents aspects qui sont souvent en fait contradictoires. Et Jean le rappelait avec sa citation de Keynes, c'est-à-dire que souvent on veut que les tarifs, et notamment les tarifs dans les transports et dans les services publics en général, assurent à la fois l'efficacité économique, l'équité sociale, puisqu'on parle de services publics, et aujourd'hui, de plus en plus, la nécessité de décarboner et donc d'avoir une perspective sur la réduction des émissions et donc la réduction, le déplacement vers des modes plus vertueux. Donc ça, c'est résumé dans ce qu'on appelle la théorie de la tarification optimale qui dit très rapidement que le tarif, le prix doit refléter les coûts. Et il est important que les individus connaissent le coût des choses quand ils prennent leurs décisions, mais également que ça internalise les externalités, c'est-à-dire qu'on supporte aussi dans le prix qu'on paye les congestions et les autres externalités négatives, notamment pour ce qui concerne les transports, la pollution, les émissions. Donc, ça revient à admettre qu'il faut moduler les tarifs et notamment moduler les tarifs en fonction des types d'usagers, si on veut notamment jouer sur le levier équité. Donc, un certain nombre d'usagers, les jeunes, les personnes âgées, ceux qui ont des difficultés financières, puissent être subventionnés, mais également tenir compte des caractéristiques précises des déplacements et de l'impact que ça a sur l'environnement et sur le trafic en général et sur les congestions.
Alors en pratique, quand on cherche à appliquer ces préceptes, ces théories, il n'y a pas de solution miracle de nouveau. Il y a même parfois des fausses bonnes idées. Alors il y a une fausse bonne idée dont on parle beaucoup. Aujourd'hui, elle est même au cœur de la campagne de New York. Donc il n'y a pas qu'ici qu'on a cette idée, enfin ici en France, à Dunkerque, à Montpellier, dans Niort, dans d'autres. C'est la gratuité. Donc effectivement, la gratuité, c'est séduisant. Mais comme vous l'avez compris, ça ne répond pas aux critères que j'ai évoqués précédemment, et notamment et surtout à l'efficacité économique, parce qu'à force de mettre tout gratuit, il n'y a plus assez de recettes pour payer les coûts réels d'opération et d'investissement. Donc on voit bien qu'en plus on rentre dans un cercle non pas vertueux mais vicieux, où finalement on court vraiment dans le mur, quoi. Donc la Cour des comptes, et je vous renvoie à la lecture de ces rapports-là, ou de la synthèse qui est très claire, a fait un bilan de ces différentes expériences de gratuité en France, et met en évidence que dans certaines circonstances, ça peut être une solution intéressante, et notamment dans les petits réseaux qui justement sont peu fréquentés, Jean mentionnait, et quand on a pour objectif essentiellement le social et donc cette équité ou d'aménagement du territoire, mais dans des circonstances très précises. Dans la majeure partie des cas, et notamment les grands réseaux métropolitains où justement il y a déjà trop de monde, souvenez-vous de l'image que j'ai présentée, c'est exactement la fausse bonne idée dont je parlais, et ça va renforcer le manque de recettes pour financer les investissements, et on est dans la loupe vers une dégradation de la qualité du confort, et in fine les gens qui auront intérêt à reprendre leur voiture. Donc c'est avoir ce fameux effet rebond qui est tant redouté dans ce type de politique-là. Donc ça, c'est un mirage. Et puis après, pour chaque tarif, quand je dis chaque tarif, c'est le ticket à l'unité, c'est l'abonnement mensuel, c'est l'abonnement hebdomadaire, c'est des tarifs zonaux en fonction de la distance dont je parlais, du périmètre des zones sur lesquelles vous pouvez utiliser les transports. Donc pour chaque tarif, on est capable d'identifier un côté positif, mais également des limites à ce tarif-là, puisque comme je le disais, atteindre les trois bouts, transition écologique, équité et efficacité économique, c'est quasiment mission impossible. Donc ça, c'est étudié par les économistes des transports. Et sur ces travaux-là, ceux qui analysent plus précisément, qui ont une approche dite comportementale, eh bien, ils réussissent à identifier les biais cognitifs dont je parlais au début, qui expliquent pourquoi les tarifs ont ces limites et ces avantages, et pourquoi ils vont constituer finalement un frein au changement de comportement qu'on vise. Donc pourquoi les tarifs peuvent ne pas atteindre leur cible finalement. Donc je ne reviens pas sur le détail de ces travaux-là, mais par exemple, retenez que les habitudes et ce qu'on appelle l'inertie psychologique, le fait qu'on soit collé à son volant, bien c'est quelque chose qui a été vérifié dans des travaux empiriques. De la même manière que quand on propose des grilles tarifaires trop complexes, eh bien les individus, que ce soit pour l'électricité ou pour les transports ou pour d'autres choix de mobile, de forfait mobile, eh bien ils se trompent, ils ne choisissent pas le bon forfait. Donc pour les décideurs publics, il faut avoir ça en tête et pas se dire qu'il faut multiplier les offres comme ferait une entreprise qui veut notamment vous amener à acheter des choses dont vous n'avez pas besoin. Donc là, on parle quand même de service public et c'est quand même ça qui est le principal. Alors, avec des collègues de Paris et de Nancy et de Lille, on conduit un programme de recherche qui s'appelle Comportement en transition,
avec notamment une collaboration avec Jean-Col Défi, et c'est des travaux qui sont financés par Transdev et qui nous permettent, avec une méthode qui s'appelle l'économie comportementale en laboratoire, l'économie expérimentale, de reproduire dans un laboratoire, alors un laboratoire avec des ordinateurs, hein, ça reste de l'économie, des situations proches de la réalité, très simplifiées, mais qui vont nous permettre d'observer comment les participants à l'expérience, qu'on va rémunérer en fonction de la façon dont ils jouent, dont ils prennent leurs décisions, donc on les met dans une situation fictive, et de voir comment ils prennent leurs décisions. Et on essaye d'identifier justement ces biais cognitifs dont je vous parlais. Donc on a conduit deux expériences sur l'impact des tarifs et de l'augmentation des coûts avec le péage urbain sur le report modal pour identifier précisément un certain nombre de biais cognitifs et d'observer ces comportements. Donc je pourrais en dire plus, mais ce qu'on réussit à montrer, c'est qu'effectivement, les abonnements, par exemple, eh bien, ils n'incitent pas efficacement au report modal. Donc cette idée que on puisse prendre autant de fois qu'on veut le transport en commun par rapport à la voiture, quand il y a des situations de congestion et d'incidents aléatoires qui peuvent se produire, finalement, on se rend compte que des tarifs qui donnent plus de flexibilité comme le tarif heure pleine, heure creuse ou des abonnements moins chers, où on paye au coût marginal, eh bien, c'est quelque chose qui incite plus au report modal que les abonnements. Donc là, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on peut croire aussi, comme ça, quand on ne creuse pas la question. On montre quand même que les biais cognitifs sont effectivement présents dans la décision de report modal. Donc ça veut dire que le prix seul ne peut pas jouer pleinement son rôle. Et donc c'est pour ça qu'il faut accompagner tout ça, notamment d'informations, d'explications pour aider les usagers à prendre leurs décisions. Et puis on est en train de conduire un autre projet autour de la question des péages urbains. Alors là encore, c'est un tabou. Et pourtant, ce n'est pas un gros mot. Si tant est que le péage urbain, et c'est les premiers résultats qu'on a aujourd'hui, soit accepté par la population, et notamment ceux qui en ont le plus besoin. Et ce qu'on met en évidence dans les résultats préliminaires qu'on a fait sur ces expériences-là, c'est que la question de la redistribution, de qui paye les infrastructures qui vont être construites grâce à l'argent du péage, parce que c'est aussi un moyen de récupérer de l'argent pour améliorer l'offre d'infrastructures, eh bien, c'est quelque chose qui aide à l'acceptabilité de ce type de tarif-là, qui augmente le coût d'usage de la voiture, bien évidemment. Donc finalement, ces travaux-là qui mettent au cœur de l'analyse les comportements, bien, ça permet de, sinon mettre fin au tabou, en tout cas de mettre l'accent sur le fait que prix, tarif, péage, ce ne sont pas des gros mots quand on parle de comportement, et que si on veut inciter au report modal, ben, on a intérêt à jouer aussi sur ces leviers-là. Donc, bonjour à tout le monde. Et, je vais compléter d'abord l'introduction faite par Jonathan tout au début. Je m'appelle Stephen Perkins et jusqu'au mois de juillet, j'étais en charge des recherches sur la politique des transports et de mobilité au sein du Forum international des transports à l'OCDE à Paris, l'Organisation de coopération économique et de développement. Et je vais compléter ce panel en regardant d'un peu plus près les principes d'un modèle ou plusieurs modèles économiques pérennes pour les autorités organisatrices de la mobilité, essentiellement dans les villes. Et donc, aujourd'hui, la contribution attendue des transports en commun est de plus en plus importante. On espère une maîtrise des émissions de CO2, surtout par une substitution des trajets en voiture dans les villes, une garantie d'accessibilité pour tous
et un pilotage de l'utilisation plus efficiente de l'espace urbain. Et ça demande certainement d'investir plus, même beaucoup plus. Les transports, comme Jean avait dit à l'introduction, c'est le seul secteur, ou le secteur où on a plus de difficultés de réduire les gaz à effet de serre. L'électrification est certainement clé, mais ce n'est pas suffisant. Les voitures électriques sont aussi avides de l'espace en ville que les autres voitures. Ils posent des questions d'équité. Les voitures électriques, pour l'instant, sont pas mal plus chères que les voitures classiques. Et ils sont moins pauvres en CO2 que les transports en commun pour toujours. Et il faut donc investir pour le transfert requis à respecter les accords de Paris ou toute autre cible. Au FIT, on avait modélisé l'investissement requis à ce modèle partout, au-delà d'1% du PIB pour l'avenir envisagé. On vit dans une période d'austérité qui peut sans fin. Donc, pour arriver à faire cet investissement, il faut maîtriser le financement nécessaire de façon très forte pour les infrastructures autant que pour les services. Ce qui demandera, comme Jean avait expliqué, une gouvernance mieux coordonnée à tous les niveaux, local ou national, mais aussi entre l'investissement et l'exploitation, un appui la concurrence sur les marchés pour maîtriser les coûts et des décisions d'investissement public dictées par l'efficience et non par la réputation, par exemple, politique. Et certainement, ça va passer, comme Corinne a dit, par une tarification mieux liée à la distance parcourue, à l'encombrement et d'autres facteurs marginaux. Je vais présenter brièvement, parce qu'il temps, quelques conclusions sur des études comparatives qu'on a menées entre les différents pays membres du FIT sur ce qui pourrait représenter un financement durable et un modèle économique durable. Deux publications assez récentes sont citées, mais surtout une publication de la Banque interaméricaine de développement d'Amérique latine, avec qui j'ai collaboré pour une publication qui est apparue la semaine dernière. Alors, sur le financement durable, et là, c'est les conclusions d'un groupe de travail où participait Jean Coletti. Et c'était un groupe mixte d'experts en mobilité et des représentants des administrations des pays, certains pays membres du forum. Les deux alternatives les plus souhaitables sont représentées par Tokyo, les grandes villes de Japon, Londres, et une forte couverture des coûts d'opération, une forte couverture allant vers 90-100% et stable, ou alors le modèle représenté par l'Île-de-France, historiquement, New York, Stockholm aujourd'hui et Lyon. Donc un équilibre recette-taxe autour de 50-60%. Pour l'expansion des réseaux, les fortes expansions qui vont être nécessaires pour relever le défi, le recours aux taxes foncières sur les industries locaux, les industries desservies par l'extension du réseau et taxes foncières sur les locaux desservis est partout nécessaire. Où ce n'était pas expérimenté, préférable. Et on observe de manière générale une diversification des taxes pour couvrir l'exploitation aussi bien que l'investissement, avec des contributions sur l'immobilier, des péages routiers et les taxes sur les carburants et les autres énergies, plutôt qu'une dépendance qu'on voit en France sur un seul versement mobilité qui est une taxe sur le travail. Quand on regarde les tarifs, il faut être
suffisamment fort pour isoler les services des contraintes de subvention. Et par ça, je veux dire les risques liés à la dépendance sur les décisions de très court terme politiques. Et c'est pour ça que 50%, 60%, voire 90, 100% donnent une stabilité au réseau qui n'ont pas quand ils dépendent au-delà de la contribution des impôts annuels. Ils doivent aussi être, bien sûr, indexés à l'inflation, ce qui est chose assez rare. Toujours, c'est une lutte pour rattraper les pertes du passé. Et ils doivent être liés au coût, comme Karine avait expliqué très bien. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens dépendants des transports en commun qui n'ont pas de ressources pour payer les tarifs forts. Il faut les protéger, mais il faut faire ça par les tarifs réduits ciblés et non la gratuité ou les tarifs basses pour tout le monde. Parce que les ressources sont limitées, il faut les employer où ils sont les plus demandés. Et bien sûr, il faut fixer les tarifs en fonction de la stratégie économique affichée par le secteur. Si on n'arrive pas à avoir des tarifs qui permettent un financement durable, le risque est, avec les coupures sur les décisions à court terme politiques, nous plonge dans une spirale de déclin, de réaction inévitable, et il n'y a pas d'autre possibilité, c'est couper la maintenance quand le budget est coupé. Mais à long terme, ça se traduit dans de couper la fiabilité, des problèmes de retard, l'absence totale de desserte, qui amène à une réduction de l'utilisation des passagers et ainsi un supplément de réduction des revenus. Donc, une spirale qu'on a vue dans le pays de l'Est dans les années 90, difficile à sortir sans vraiment un changement complet du système. Alors, cet déclin dans les revenus, dans les tarifs, n'est pas unique en France, on le voit même aux États-Unis, mais de façon beaucoup plus modérée. En France, Italie, Espagne, c'est vraiment la dérive. Quelques chiffres, au Japon, les grandes villes, pas les petites villes ou la campagne, dans les grandes villes, on a une couverture des dépenses par les recettes casée à l'unité. Au Royaume-Uni, historiquement, c'était 90% unité. Le Covid a nuit à cette ratio, mais post-Covid, on a vu une réaugmentation vers 90% unité. Et puis, New York, c'est 50%. À New York, on va voir ça avec les graphiques dans un instant. Dans les pays scandinaves, c'est à peu près 50%. On passe au graphique rapidement. Ça, on n'a pas le temps pour celui-là. Voilà, à Londres, on voit le retour progressif. Les recettes des tarifs sont en bleu, les gros barres en bas de page. On a vu l'impact du Covid et puis un retour progressivement, mais quand même une dépendance un peu plus accrue sur les impôts locaux, sur l'immobilier et sur les entreprises. Donc, on dépend un peu plus d'un versement mobilité qu'avant. Et un petit parti du péage de congestionnement qui est à Londres depuis maintenant 20-30 ans. Et on passe à New York. La contribution des péages est beaucoup plus importante. C'est le parti en orange. En fait, les péages existent depuis des décennies à New York. C'est des péages, des tunnels et des ponts pour relier Manhattan à le reste de la ville. Il y a un modèle qui garantit le réinvestissement dans ces ponts ou tunnels, mais ce qui reste est dédié au transport en commun. Après le Covid, on a vu la partie fournie par les tarifs descendre un peu et le relais pris par ces revenus du tarif de congestion sur les tunnels et plus récemment sur le tarif de congestion généralisé introduit par le maire. Ça, c'est le modèle
d'investissement. Vous allez trouver des chiffres sur beaucoup d'autres pays. En Canada, plusieurs villes, plus la ville est importante, plus le parti fourni par les tarifs est important. Mais au Canada, la leçon, c'est une très forte diversification des sources des revenus, des taxes et des impôts. Et finalement, Bogota, un exemple intéressant, ce n'est pas dans un pays les plus riches au monde, mais ils ont réussi à introduire un modèle assez rationnel. Il y avait une forte dépendance sur les revenus des tarifs. Et pour ce qu'ils ambitionnaient par la ville, où il y avait des fortes populations défavorisées qui dépendent du réseau des transports en commun, c'était une couverture peut-être un peu trop haut, peut-être. Donc, ils ont œuvré pour introduire des impôts locaux pour rééquilibrer un peu, dédiés au réseau. Après le Covid, en fait, les années Covid sont pas apparents sur cette diapo, mais ils ont repris la perte des revenus, ils ont équilibré avec ces nouveaux impôts locaux et ils ont introduit un péage urbain. Ça a commencé avec les revenus de l'alternance des plaques, mais maintenant c'est exploité comme un péage pour entrer dans le centre-ville qui dégage pas mal de ressources pour les transports en commun. Et surtout, ils ont un système de tarifs réduits pour les gens les plus démunis qui est ultra ciblé. C'est une carte de mobilité liée à la base de données des services sociaux et donc un tarif très réduit pour les gens qui bénéficient de RMI et des soutiens sociaux. Et donc les conclusions, je vais arrêter sur ces quelques conclusions. Notre secteur n'échappera certainement pas des contraintes budgétaires imposées pour l'austérité. La France figure parmi les pays où les tarifs participent le moins sur le coût de la mobilité. C'est un choix qui fragilise la durabilité financière des AOM. Il faut sortir de la gratuité promise par les élus un peu partout maintenant. L'essentiel du financement est assuré essentiellement maintenant par le versement mobilité. Il faut regarder à diversifier ce soutien. Et pour renforcer la durabilité financière, il faut faire participer un peu plus l'usager avec l'équité par des tarifs ciblés exploitant les technologies actuelles. Il faut exploiter des tarifications qui intègrent la distance et l'encombrement. Il faut suivre le cours de l'inflation et pour arriver à faire tout ça, il faut fixer les augmentations des tarifs après des consultations fortes avec le public par débat ouvert. Bon, j'imagine pas qu'on va arriver à un consensus, mais au moins une sensibilisation de pourquoi il faut les augmentations. Et finalement, la taxation routière offre bien sûr des possibilités, mais il faut faire attention à assurer d'abord que les ressources pour la maintenance et l'entretien des routes et ses œuvres d'art sont préservées. Il ne faut surtout pas nuire à un parti du système de mobilité pour sauver un autre. Là. Il nous reste un peu de temps pour des questions, si vous en avez. Moi, j'en ai plein. Mais... Alors, madame.
J'aurais voulu revenir sur la gratuité du transport dans les plusieurs villes en France. J'ai bien compris que ce n'était pas la bonne solution, puisqu'il n'y avait plus d'argent pour investir. Est-ce qu'il y a eu quand même une étude qui permet de mesurer l'impact de cette gratuité sur l'usage de la voiture dans ces villes? Est-ce que les gens ont pris moins la voiture que dans d'autres communes? En fait, il y a des études, d'ailleurs dans le récent rapport sur la tarification des transports publics de la Cour des comptes, qui est sorti en septembre, je crois. Ce qu'on voit, c'est que dans les grandes villes où c'est fait cette gratuité, le report se fait surtout de la marche et du vélo vers les transports publics. Regardez ce qui s'est passé pendant le Covid. C'est intéressant. C'est une expérience grandeur nature où, si vous voulez, le coût de prendre un transport public n'était pas nul. C'est-à-dire que quand vous avez un abonnement, que vous prenez le transport en commun une fois ou 1000 fois, ça vous coûte pareil. Donc, ce qu'on appelle le coût marginal, c'est-à-dire que le coût d'un voyage supplémentaire est égal à 0. Et avec le Covid, ce coût n'était pas du tout égal à 0. Et on a eu plein de gens qui sont sortis des transports publics et qui ont redécouvert le vélo. Donc, le vélo, c'est très bien pour aussi désaturer les transports publics, notamment sur les trajets de courte distance. Je rappelle, on a à peu près un quart des trajets aujourd'hui dans les grandes villes qui sont le fait de trajets de 1 à 2 stations. Donc, ça peut se faire à pied ou en vélo pour ceux qui ne veulent pas marcher. Donc, on sait que l'impact sur l'usage de la voiture est extrêmement faible de la gratuité. Et en plus, alors, je rebondis sur le coût d'évitement, il est juste gigantesque. C'est-à-dire que c'est la décarbonation quoi qu'il en coûte. Et en l'occurrence, on ne peut plus se permettre le quoi qu'il en coûte. Alors, pour tempérer le propos, quand vous regardez, il y a pas mal de petites villes en fait, qui ont fait la gratuité, Romorantin et d'autres. En fait, c'est des villes où il y a peu de congestion, pour ne pas dire pas de congestion, parce qu'il y a peu de densité. Et dans ces villes-là, ceux qui prennent les transports publics, ce sont surtout des publics captifs, c'est des scolaires, et puis des personnes qui n'ont pas de voiture, qui sont en général les ménages les plus pauvres. Donc le rôle du transport public, il est aussi social, et ça permet pour ces gens-là d'accéder à une mobilité. Et dans ces réseaux-là, en fait, la part des recettes, elle est structurellement extrêmement faible, parce que ceux qui prennent les transports publics, ce sont essentiellement des captifs. Donc faire de la gratuité dans des réseaux de ce type-là, ce n'est pas, j'allais dire, une hérésie. Dans les grandes villes, où il faut plus investir pour relier notamment périurbain à urbain, c'est quand même un problème. Sur Montpellier, le rapport entre la demande de mobilité depuis le périurbain vers Montpellier, c'est 1 à 15. 1 à 15. Montpellier se prive de 40 millions d'euros de recettes par an avec les coûts supplémentaires liés à l'augmentation de l'offre. Parce que quand vous faites la gratuité, comme vous remettez les piétons et les vélos dans les transports publics, il faut en plus augmenter l'offre parce que sinon elle explose en saturation. Vous avez même parfois du report modal à l'envers, c'est-à-dire que des gens qui prenaient leur voiture se trouvent dans une telle situation d'inconfort du fait de la congestion, ils sortent des transports publics pour reprendre leur voiture. Merci. Ma question va porter aussi sur la gratuité, mais sous un angle un tout petit peu différent. Vous avez tous été unanimes pour dire que la gratuité dans les grandes villes n'avait pas de sens. Or, on est à la veille des campagnes municipales et je ne vais dénoncer personne et pas donner de nom de candidat, bien sûr, mais sur une grande ville comme Lyon, il y a 3 des candidats qui sont déjà dans des propositions de gratuité, qui sont donc, si je comprends bien, tout à fait aberrantes économiquement. Ma question est très simple. Qu'est-ce que vous avez comme explication pour expliquer la dégradation du débat public en France sur ces questions, qui fait que les plus mauvaises solutions sont celles qui se répandent dans le débat politique? Voilà. Non, mais ce n'est pas unique à la France, malheureusement. On vit une période où le populisme politique est prédominant et on ne regarde pas les coûts à long terme, mais je pense qu'avec le temps, on verra que ces promesses ne peuvent pas être tenues et résultent en effets néfastes qui vont retourner sur les politiques. Déjà, les métros super encombrés, c'est quelque chose qui est très remarqué à Paris.
et contraste fortement à Londres, où cette polémique populiste vient dans tous les autres secteurs, mais pour l'instant pas dans les mobilités, parce qu'il y a une autorité très forte à Londres. Le gouvernement de Londres est indépendant à large sur les mobilités, à sa propre autorité organisatrice, et il résiste pour l'instant aux politiques très populistes. Je pense que ce n'est pas uniquement une question de populisme, parce que quand vous regardez ceux qui ont pris ces décisions, ce ne sont pas des populistes. Il y a ceux qui y réfléchissent, qui disent qu'ils y réfléchissent. Donc il y a pas mal de... Alors, c'est vrai que ces décisions, elles interviennent toujours, enfin ces débats interviennent toujours à 1 an, 18 mois de campagne électorale. Donc il y a évidemment des raisons politiciennes, électoralistes pour se faire. On fait plaisir à... Voilà, ça, c'est un peu ce que j'expliquais. C'est, si on veut préparer l'avenir, il faut parfois faire des sacrifices sur la consommation, et notamment, surtout quand vous allez devoir investir beaucoup plus. Et la décarbonation, ça veut dire beaucoup plus d'investissement. Donc, la justice, en plus, les questions on est capable de conduire des débats quand même éclairés. En tout cas, il faut essayer de le faire, sinon on laisse effectivement libre champ à des paroles excessives. Mais les questions d'équité, les Français, ils sont très sensibles et ils font très bien la différence entre l'égalité et l'équité. Donc, je vais vous prendre un exemple. Si une ville comme Strasbourg, par exemple, où l'abonnement est à 56 €, vous faites la gratuité pour tous, vous faites un cadeau à 56 € à ceux qui ont un abonnement, et l'abonnement solidaire, il est à 6 €. Donc, vous faites un plus gros cadeau à ceux qui peuvent se payer le transport public. Ce n'est pas juste. Voilà. Je vais le dire autrement. Vous prenez... du fait de l'abonnement, quelqu'un qui habite Fontainebleau en région parisienne, il coûte 6 000 € d'argent public par an. Parce qu'en fait, il ne paye pas le coût de son transport. Je prends la même distance, je vais au nord, je suis à Creil. Ce n'est pas du tout la même sociologie. C'est des villes beaucoup plus pauvres, ils coûtent pareil, mais si vous voulez, ce n'est pas, voilà, c'est pas du tout les mêmes personnes. Donc les questions de tarifer, non pas gratuitement pour tous, ça c'est vraiment... Enfin, je veux dire, c'est l'appauvrissement du débat public. Moi, je pense qu'il y a une question d'appauvrissement, hein, de gens qui ne réfléchissent plus, qui vont... Voilà. Et puis, il y a une question aussi de démagogie, mais la question de justice, il faut les traiter sérieusement, elles existent, et je crois qu'aujourd'hui, le fait de dire qu'il faut tarifer au statut, non pas au statut, pardon, mais selon les revenus, par exemple, quotient familial, c'est-à-dire vos revenus en fonction du nombre de personnes dans le ménage, c'est des choses qui sont tout à fait acceptées en France. On a des tas de tarifications qui se font au quotient familial, les cantines scolaires, par exemple, ça pose aucun problème, les gens comprennent que certains payent plus et que d'autres payent moins. Donc pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça pour le transport public? Je pense qu'il faut plutôt orienter le débat sur ces questions d'équité sociale. Alors, pour terminer, je crois que ce qui est populiste, c'est de diviser le monde en deux. En général, on est souvent en deux, hein, les pauvres et les riches. Voilà, ça, c'est populiste. La France est une société de classe moyenne. La France est une société de classe moyenne. Il n'y a pas 10% de riches et 90% de pauvres en France. Non, vous avez, on va dire, 20-25% de gens qui sont sur des revenus bas. Le taux de pauvreté est à 15% aujourd'hui du fait de l'inflation. Et puis vous avez 10 à 20% de gens qui sont plutôt confortables. Et entre les deux, vous avez 60% de la population. Donc il faut réfléchir à ça. Et je crois que ce qui était évoqué par Stéphane me paraît important, c'est la question des débats. Comment on organise des débats là-dessus? L'intérêt général aujourd'hui est capturé par des enjeux électoraux. L'intérêt général, ce n'est pas parce que vous êtes un acteur public que vous détenez l'intérêt général. Ce n'est pas en surplomb l'intérêt général. Il n'y a pas quelqu'un qui sait ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour la société et les autres. L'intérêt général, c'est le résultat d'un dialogue entre des parties prenantes. Il y a le public, il y a aussi les entreprises, parce qu'aujourd'hui, c'est elles qui payent. Hein. Il y a les acteurs publics, etc., etc. Donc comment est-ce que j'organise ce débat-là? Et ce que je trouvais intéressant dans ce qui avait été montré dans le gros travail du Forum international des transports, le FIT, c'est qu'à New York, ils ont mis en place un organe de consultation qui rend un avis chaque année, public, avec des débats sur la manière dont sont fixés les tarifs. Après, le politique prend sa décision, mais au moins il y a un process public où les arguments des pour, des contre, suivant le niveau de tarification qu'on met, qui sont débattus. Et je crois que si on veut retrouver de la qualité dans notre démocratie, il faut qu'on arrive à instaurer des instances de discussion avec des parties prenantes. Les gens ont des intérêts à défendre et c'est normal.
les entreprises ont des intérêts à défendre, les acteurs de la société, les citoyens ont des intérêts à défendre, et je veux dire, les citoyens sont très divers. Donc il faut qu'on arrive à organiser ce débat-là. C'est, je crois, ce qu'il faut construire aujourd'hui. Peut-être si je peux juste rajouter, en tant que chercheur, ce qu'on essaye de faire, c'est justement de contribuer, et Pierre le disait, à la décision publique. Et aujourd'hui, l'évaluation des politiques publiques, c'est quelque chose qui se pratique, dont les méthodes évoluent. On évalue tous les types de politiques publiques avec une indépendance qui est celle des chercheurs. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose, et les collectivités d'ailleurs font appel à des chercheurs, les entreprises font appel à des chercheurs, elles aident aussi au financement des travaux, je voudrais insister là-dessus, mais on garde notre indépendance, et donc c'est quelque chose qui contribue, je pense, très utilement au débat public, et les journées comme aujourd'hui sont aussi une façon de partager les travaux qu'on mène et de voir comment on éclaire. Donc la Cour des comptes a fait une étude, mais il y a aussi des chercheurs qui travaillent là-dessus. Alors après, il faut avoir accès aux données. Mais voilà, c'est quelque chose qui... On est aussi là. Oui, bonsoir. À l'inverse de la gratuité, à l'heure actuelle, le versement mobilité repose essentiellement sur les entreprises, donc sur les salariés. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer quelque chose comme une taxe de mobilité qui, comme la taxe d'habitation, reposerait sur tous les habitants de l'AOM ? Est-ce que ça a été envisagé? Est-ce que ça existe déjà quelque part dans le monde? Et j'aurais une deuxième question. Est-ce que vous vous êtes amusés l'une ou les autres à faire le calcul de toutes les dépenses communales, vicinales, départementales, régionales et nationales de l'entretien et de la mise au point du réseau routier? Ah oui, oui, yes. À ma connaissance, il n'y a pas une taxe qui a été désignée explicitement pour financer les mobilités, une taxe sur tous les foyers. Introduire des taxes, c'est toujours un exercice un petit peu opportuniste. C'est difficile de faire passer les nouveaux taxes. Donc chaque réseau, chaque commune a fait ce qu'il pouvait, ce qui était possible dans le temps. Mais la tendance qu'on voit avec les chiffres, c'est qu'effectivement, il y a deux taxes, un sur les industries locaux, c'est l'équivalent du versement mobilité, et un autre sur la foncière locaux. Donc, c'est la ressource locale le plus apte à être exploitée. Pour l'investissement, par contre, il y a des systèmes d'évaluation de l'impact de le développement de l'immobilier sur les réseaux et sur la demande et sur la possibilité de servir une nouvelle demande par les transports en commun, ou ce que ça implique pour le congestionnement de la voirie si c'est desservi par les voitures. Et là, il y a de plus en plus de redevances qui sont explicitement pour financer les transports en commun. À New York, ça c'était un slide qui a été sauté, donc quelque chose qui s'appelle le cash box, qui est une caisse alimentée par plusieurs taxes sur les investissements immobiliers, commerciaux, un peu résidentiels, mais surtout commerciaux. Et cette cash box est dédiée à l'investissement dans l'expansion du réseau. À Londres, ils ont introduit un système qui était progressivement développé. C'était un outil académique au début pour comprendre l'impact sur la mobilité des investissements. C'était inventé par un des gouvernements des communautés. Et petit à petit, c'était adopté par toutes les communautés et maintenant pour Transport pour Londres. Et sa phase actuelle, un développeur qui veut investir dans un gratte-ciel à un endroit où il n'y a pas de forte desserte transport en commun, a l'opportunité d'aller vers le gouvernement pour dire je peux contribuer 1 milliard si vous me
changer les règles pour que je puisse, et c'est arrivé avec 4 milliards pour le dernier grand développement au centre de Londres. Mais ça marche à toutes les échelles. Pour les petits, si on est dans une zone où l'auteur des bâtiments est contrainte à 4 ou 5 étages, on peut proposer au gouvernement de Londres d'avoir une flexibilité sur ces règles en contrepartie d'une contribution au coût de renforcer les services de bus ou les services de train, voire l'extension du réseau. Et donc c'était progressif, mais actuellement c'est presque une réglementation. Oui, pour compléter, parce que vous avez une deuxième question. Pour compléter, en France, dans le débat sur la recherche d'un modèle économique pérenne pour les autorités publiques en charge des mobilités, la question du foncier était évidemment évoquée. Pourquoi? Parce que quand vous construisez un système de transport public, ça valorise le foncier. Voilà, très clairement. Pour les entreprises comme pour les résidents, les particuliers. Et donc, le fait d'avoir un système de taxes sur foncière, sur la valeur du sol, en fait, paraît tout à fait légitime et a été clairement évoqué. Voilà, il y a des travaux de M. Wasmer, Étienne Wasmer là-dessus, si vous voulez regarder ces affaires-là, qui proposent même de basculer la moitié du versement mobilité sur ces taxes foncières. Donc, pour alléger le coût du travail, pour basculer là-dessus. Il n'y a pas de discussion, c'est sur la vertu de l'affaire. Le problème, c'est qu'en France, en fait, on est pratiquement numéro 1 mondial sur pratiquement tous les impôts, y compris les taxes foncières. Donc, si vous voulez, les élus le savent, et mettre ça en place, ça suscite quand même un certain nombre de réticences. C'est vraiment notre problème, hein, c'est qu'on est au taquet. Donc on dit, ça c'est une bonne idée, puis quand vous regardez, en fait, vous êtes au taquet là aussi, quoi. Donc c'est un petit peu un problème. Et sur le coût d'entretien des routes, vous avez les comptes transport de nation, dont la version 2025 sur les données 2024 devrait sortir ces jours. Ils évaluent ça sur l'ensemble des routes de France à entre 4 et 5 milliards, ce qui est peu, ce qui est très peu. Et ce qui fait qu'on a là aussi, de la même manière qu'on a une dette grise, c'est-à-dire qu'on n'entretient pas assez le réseau ferré, ce qui fait que son état se dégrade, et plus vous attendez, plus ça va coûter cher de le remettre à niveau. C'est vrai aussi pour la route et les ponts. Oui. Moi, je voulais intervenir sur la comparaison difficile de l'usage du véhicule privé par rapport au transport en commun, parce que pour un véhicule privé, c'est essentiellement des frais fixes, que ce soit l'achat, l'entretien, l'assurance, le stationnement, et que du coup, qu'on l'utilise peu ou beaucoup, ça revient à peu près au même prix, enfin, sauf le carburant, alors que les transports en commun, c'est à l'usage qu'on le paye. Or, en fait, on est très souvent obligé d'avoir un véhicule personnel, parce que le soir, quand on veut sortir de Lyon pour aller à la déchetterie, etc., il n'y a pas d'autres solutions. Et du coup, je pense, est-ce que ça serait intéressant de réfléchir plutôt à la mutualisation de véhicules, de façon à ce que le coût du véhicule soit, je dirais, au trajet ou au kilomètre, et qu'on puisse, du coup, coup par coup, choisir plutôt la voiture ou plutôt le transport en commun. Alors, le coût de l'essence véhicule, c'est 10 centimes le kilomètre. Donc c'est un peu moins au passager kilomètre, évidemment. Mais c'est quand même 30% des coûts globaux de la voiture. Donc c'est pas négligeable. C'est pour ça d'ailleurs que quand on va passer à l'électricité, vous allez diviser ces coûts par 3, ce qui sera un vrai problème pour les villes. C'est pour ça que Steve, Karine parlent beaucoup de péage. On parle beaucoup de péage parce que demain, on aura potentiellement un des scénarios probables. C'est comme le système de transport public va être très long à se remettre à niveau, que les véhicules électriques vont débarquer. Donc l'avantage carbone, il risque d'être plutôt du côté de la voiture. On risque d'avoir des bouchons de voitures propres dans les villes. Et donc, si on veut éviter ça, il va falloir beaucoup plus réguler et réintroduire notamment une tarification. Donc ça, il faut avoir ça en tête. Et le coût du transport public pour la collectivité, parce qu'on n'en paye qu'un quart, c'est une économie de coût fixe. C'est essentiellement une économie de coût fixe, les transports publics. C'est bien le problème. C'est-à-dire qu'il faut avoir du monde dans le transport public si vous voulez qu'il soit collectivement intéressant. Donc c'est un petit peu la difficulté, quoi. Et on nous demande d'arrêter, je suis désolé. Merci.
J'ai une petite pression qui arrive. Non, on peut continuer après.